Vous regardez Niveau Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage. Les 22-23 décembre prochains, Bamako, la capitale du Mali, accueillera la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES, la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre stratégique visera à évaluer les progrès réalisés au cours de la première année, à examiner l'état d'exécution de la feuille de route de l'an 1 et à finaliser l'opérationnalisation institutionnelle de la Confédération. Les échanges porteront également sur les enjeux confédéraux, régionaux et internationaux. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Un an après la création de la Confédération des États du Sahel, quel bilan global peut-on dresser des actions de l'AES, surtout sur le plan politique et diplomatique? L'AES existe, je crois que c'est le premier bilan. Pendant un temps, il y avait l'interrogation, ils pourront partir, ils ne pourront pas partir. Aujourd'hui, l'AES est une réalité indiscutable au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est déjà un acquis pour une structure pour laquelle beaucoup de gens doutaient si elle va exister ou pas. N'oublions pas que l'AES est née d'abord sur le plan sécuritaire. Et sur ce plan sécuritaire, tout le monde reconnaît qu'il y a des avancées au niveau de chaque pays avec des armées qui montent en puissance, mais surtout avec cette force unifiée au niveau de l'AES pour pouvoir combattre ensemble le terrorisme qui est une des raisons des difficultés dans lesquelles ces pays-là se trouvent. Donc sur le plan sécuritaire également, il faut reconnaître qu'il y a une avancée qui a été faite. On voit des avancées sur le plan économique puisqu'il y a une banque confédérale qui a été mise sur pied, qui va devoir s'occuper des questions de financement à l'intérieur du pays pour éviter le financement étranger, puisque tout le monde sait ce que nous vivons avec les prêts qui nous créent plus de problèmes qu'elles ne nous apportent des solutions. La dette est un véritable problème pour nos pays. S'ils parviennent avec leurs banques à pouvoir financer des activités au niveau de la Confédération, ce sera un pas important sur le plan économique. Bon, sur le plan diplomatique également, on a vu plusieurs fois des déclarations signées par les trois pays, c'est-à-dire une politique extérieure commune sur un certain nombre de problèmes. Donc, incontestablement, l'AES est là aujourd'hui au niveau de l'espace ouest africain. Et quels sont les acquis majeurs, selon vous? Pour moi, un des acquis les plus importants au niveau de l'AES actuellement, c'est la remise en cause de la forme de coopération qui existait entre les pays africains de façon générale et les pays anciennement colonisateurs ou occidentaux de façon générale. Il est vrai que la question de la souveraineté n'est pas une nouveauté sur le continent africain. Il est vrai que la question du panafricanisme n'est pas une nouveauté sur le continent africain, mais ils l'ont porté à un niveau où je ne crois pas que quelqu'un l'a déjà porté jusqu'à ce jour. Mais ça, il faut le reconnaître, c'est un acquis qui est là, qui est indiscutable. Partout aujourd'hui, on parle de souveraineté sur le continent africain. Partout également, on parle de monnaie, même si sur ce côté-là, il y a encore beaucoup d'hésitations à tous les niveaux. Mais on en parle également, quitter la monnaie, le franc CFA, etc. Il y a tout un travail qui est là, qui a atteint un niveau qu'il n'avait jamais atteint auparavant. Ce n'est pas la première fois que des débats sont posés sur le fait qu'il fallait quitter le franc CFA, il fallait une monnaie ouest-africaine, il faut une monnaie africaine. Ce ne sont pas des éléments nouveaux, mais ils l'ont mis sur le marché d'une façon qu'on n'a jamais vu quelqu'un d'autre le faire auparavant. Et depuis sa création, l'AES a marqué une rupture notable avec certains partenaires traditionnels, notamment la France. Selon vous, comment cette réorientation diplomatique a-t-elle défini la politique étrangère des États membres? Au niveau de la politique étrangère des États membres, c'est clair que tous les trois pays sont des anciennes colonies de la France. Il y avait des relations privilégiées avec la France, comme on l'appelle de façon diplomatique, mais bon, le privilégié allait plus dans le sens d'une France qui profite de ses anciennes colonies que de relations privilégiées où les deux parties profitaient véritablement de ces relations. Cela a toujours été dénoncé, cette forme de relation entre la France et les anciennes colonies, mais ici, on a carrément une rupture de cette relation qui fait qu'on n'a plus besoin de poser la question est-ce que la France-Afrique existe au Burkina, au Niger ou bien au Mali, puisqu'ils ont opté en bonne et due forme pour la rupture. Elle n'est pas seulement sur le plan militaire, parce que c'est la rupture qu'on a le plus vue
avec le départ des forces françaises, mais elle l'est également sur le plan économique. N'oublions pas que la compagnie française n'est plus dans ces pays et c'était un marché pas négligeable pour cette compagnie. Donc ce n'est pas une rupture sur le plan militaire seulement, c'est une rupture également sur le plan économique, mais bien sûr une rupture sur le plan politique et diplomatique. Ces pays n'ont pas à s'aligner sur les positions de la France comme la France l'a souvent fait. Je me rappelle quand Mitterrand demandait aux pays africains de défendre à l'époque par rapport à l'hégémonie africaine la spécificité française. Ben, on était encore jeunes, mais on disait aux gens, mais attendez, avant d'aller défendre pour l'autre, on n'a qu'à défendre pour nous-mêmes. Et le retrait de la MINUSMA au Mali à la fin et la fin de certaines coopérations militaires occidentales ont également constitué des tournants majeurs. Comment l'AES a-t-elle surtout géré ces transitions? Ben, il a fallu que les militaires de ces pays prennent leurs responsabilités. Puisqu'en disant que nous disons non à cette coopération, la MINUSMA au Mali, les forces françaises partout, puisque ça concerne les trois pays, mais il fallait pouvoir surtout tenir ces pays. Ben, il y avait certains qui se disaient, mais attendez, ils vont s'effondrer. C'est pourquoi j'ai dit, le premier acquis, c'est que l'AES existe. D'un point de vue militaire, ils ne se sont pas effondrés. C'est vrai, la question du terrorisme n'a pas été résolue. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas une guerre où il y a une armée nationale qui fait face à une autre armée. Comme on le dit tout le temps, c'est une guerre asymétrique. Vous avez des gens qui aujourd'hui même sont devenus des as en matière de communication. Ils sont dans la stratégie eux également. Le Bamako qu'on a voulu priver de carburant, ce n'est pas seulement un effet militaire, mais c'était un effet également stratégique et un effet de communication. Quand vous dites aux gens, il n'y aura pas de carburant, bon, moi qui prenais 10 litres par jour, je vais chercher 50 litres par jour. Si beaucoup de gens font comme moi, on crée une pénurie artificielle sans pour autant que cela n'ait aucune relation avec l'arrivée des camions-citernes ou pas. Ben, si en plus on attaque les camions-citernes, vous voyez ce que ça donne comme résultat. Donc l'adversaire est en train de ne pas rester dans sa stratégie habituelle, de changer de stratégie, mais au niveau de l'AES, il faut que la réponse également parte dans ce sens-là, parce que tu as un adversaire qui est en train à la limite de muter. Ben, l'ancien vaccin, si tu l'utilises, il ne donnera pas les mêmes résultats. Il faut pouvoir actualiser le vaccin par rapport aux nouvelles méthodes utilisées par les groupes terroristes. Et la relation avec la CEDEAO a été également fortement marquée par des tensions, notamment après la décision de ces trois pays de se retirer de l'organisation ouest-africaine. Mais où en est aujourd'hui les discussions autour du dialogue régional? Les discussions, à mon avis, ne sont pas suffisamment avancées. Il est vrai que sur la question sécuritaire, de plus en plus, on commence à se rendre compte qu'il y a obligation de coopération entre la CEDEAO et les pays de l'AES. On se rappelle que le président de la Commission était allé à Bamako où il y a eu des négociations sur cette question de sécurité. La dernière fois, le secrétaire général des Nations Unies est revenu là-dessus pour la lutte contre l'insécurité, le terrorisme en particulier. Il va falloir qu'il y ait une coopération entre les entités. Bien sûr, il s'agissait de l'AES et de la CEDEAO. Lors de la dernière rencontre de la CEDEAO a montré sa disposition également à le faire. Mais on est à l'étape des déclarations. Pour moi, ça ne suffit pas parce que pendant que les déclarations sont faites, le terrorisme n'est pas en suspense. Ces gens agissent, ils n'attendent pas les déclarations. D'un point de vue stratégique, militairement, la CEDEAO a besoin de l'AES pour sa sécurité. L'AES a besoin de la CEDEAO pour sa sécurité. Il faudrait que ce côté stratégique, qu'on accepte de le mettre au-dessus d'un certain nombre de contingences pour que cette lutte contre le terrorisme, qui doit être la lutte de tout le monde, quel que soit le pays auquel on appartient, attaqué ou pas, qu'on mène véritablement cette lutte-là. On a vu la CEDEAO qui parle de sa force d'attente qui est en train d'être fonctionnelle, mais cette force doit également participer à la lutte contre le terrorisme. On les a vus débourser de l'argent pour la lutte contre le terrorisme par rapport à un certain nombre de pays membres de la CEDEAO. Donc sur cette question, à mon avis, on devrait pouvoir avancer plus rapidement. L'autre question, pour ce qui est de la coopération, qu'elle soit économique ou autre, on est liés. Il faut qu'on regarde les choses comme elles sont. Elles ne seront pas ce que nous voulons, elles sont ce qu'elles sont. Et dans ce que les choses-là sont, il y a une interdépendance entre
nos pays. Mais cette complémentarité, il va falloir qu'on l'exploite parce qu'économiquement, nous en avons tous besoin. Je me dis que l'espace CEDEAO même est un petit espace sur le plan économique, indiscutablement. Mais si vous le découpez en espace, vous le rendez encore beaucoup plus petit, alors qu'on est plutôt en train de penser à construire l'espace africain sur le plan économique. Et parallèlement à cette rupture, l'AES a renforcé aussi ses partenariats avec de nouveaux acteurs internationaux, notamment la Russie, la Turquie ou encore des pays asiatiques. Mais quels sont les objectifs stratégiques de ces nouvelles alliances? Quand on quitte une alliance stratégique avec la France, le choix, il est simple. On prend un autre partenaire qui prend la place de la France, ce qui pour moi serait un très mauvais choix. Ou bien on se dit, mais attendez, je ne veux plus me retrouver dans la même situation. Mais la meilleure façon de ne pas se retrouver dans la même situation, c'est d'être dans un partenariat multiple au lieu d'être dans un seul partenariat. Et ce qu'ils font avec la Russie, avec la Turquie, avec l'Iran, etc., mais ça va un peu dans ce sens. Vous n'êtes plus dans une situation où un partenaire, parce que vous n'êtes pas d'accord sur le plan politique ou bien vous n'êtes pas d'accord sur un certain nombre de plans, a un moyen de pression qui fait que vous voulez des armes. Si c'est par lui que les armes devraient passer, il peut faire pression en refusant de donner les armes si vous ne cédez pas telle ou telle autre chose. Mais si vous avez plusieurs partenaires pouvant vous fournir des armes, quand l'un refuse, vous vous ravitaillez tout simplement chez l'autre, ça ne demandera pas de procédure de façon particulière. Donc la diversification sur le plan militaire de ce partenariat, à mon avis, est quelque chose d'important pour ces pays qui sont en réalité dans une situation où on n'est pas en train de mettre en place une armée, mais on a une armée qui est sur place en train d'affronter des terroristes. Si j'ai besoin de munitions et qu'on me demande d'attendre, vous imaginez les conséquences dans la lutte contre le terrorisme. Et la question de la souveraineté est au cœur du projet confédéral, mais comment celle-ci se traduit-elle concrètement dans la diplomatie commune de l'AES? C'est la question qui va être la plus difficile, puisque la souveraineté a deux aspects. Le premier aspect, parce que pour moi, un pays, pour qu'on dise qu'un pays est souverain, il faut que ça commence d'abord par les populations du pays. On ne peut pas dire je suis souverain par rapport à l'étranger alors qu'à l'intérieur on ne l'est pas. La première chose, c'est la souveraineté qui appartient au peuple, que ces peuples deviennent souverains. Et quand je dis un peuple souverain, c'est un peuple qui sait ce qui se passe dans son pays, qui a les bonnes informations, qui est dans la transparence, etc. Ce peuple peut porter ses leaders pour une souveraineté à l'échelle internationale. Parce qu'on aura besoin de ce peuple pour porter cette souveraineté-là. On a vu ce que les jeunesses africaines ont fait par rapport à cette question de la souveraineté en la réclamant aux dirigeants de nos pays. Cela me semble extrêmement important. La deuxième chose, pris individuellement, ces pays auront plus de difficultés à assumer leur souveraineté que si ces pays se mettent ensemble. S'ils le font plus à travers la CEDEAO ou bien à travers le continent africain, ils seront davantage entendus sur cette question de la souveraineté de nos États sur le plan international, parce qu'il faut le dire clairement, le système international, comme on l'appelle, est tel que nous ne sommes pas seulement défavorisés, nous ne sommes pratiquement pas pris en compte parce qu'il a été mis en place. Une bonne partie de nos pays n'étaient même pas indépendants à l'époque. Donc il faut remettre en cause ce système, parce que la souveraineté, c'est également ça, remettre en cause ce système pour que Trump sache que nous sommes des pays. Que les Américains sachent que nous sommes des pays, que notre président est un président et il a le même statut que le président des États-Unis, même si économiquement, les deux pays ne pèsent pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'un pays pèse moins que son président n'est pas un président et qu'on peut le traiter n'importe comment, mais ça, il y a un prix à payer pour avoir cette souveraineté et je me dis que la solidarité entre les pays africains est le chemin le plus rapide pour que la reconnaissance de cette souveraineté africaine soit une réalité. Et cette deuxième session du sommet des chefs d'État de l'AES doit permettre de finaliser l'opérationnalisation institutionnelle de la Confédération. Mais en quoi cette étape est-elle déterminante pour la crédibilité internationale, surtout de l'AES? L'AES est sortie d'une organisation qui avait des institutions, la CEDEAO, qu'on critiquait pour les lourdeurs administratives, pour des décisions qu'on prend et qu'on ne pratique pas, etc. Si l'AES refait la même chose, ça va être un sérieux problème. La chance de l'AES, c'est que l'AES a un an. On ne peut pas demander à une organisation qui vient de naître d'avoir toutes ses structures fonctionnelles. Il y aura un temps pour mettre en place ces institutions, il y aura un temps pour les rendre fonctionnelles.
Et ils sont dans la mise en place de ces institutions, ils sont dans l'harmonisation. On voit régulièrement des rencontres entre les ministres d'un domaine précis dans un des 3 pays, parce qu'il faut pouvoir harmoniser un certain nombre de choses pour pouvoir mettre en place une institution qui puisse agir au nom des 3 pays. Mais il faut qu'on leur donne le temps de faire ce travail pour ne pas faire l'erreur de la CEDEAO où on prend des techniciens qui font un très bon travail technique, mais après vous avez des États qui ne parlent pas le même langage. Quand vous regardez de façon générale dans les sommets, vous avez ce qu'on appelle les techniciens qui viennent, vous avez les ministres qui viennent après, vous avez les présidents qui viennent pour confirmer. C'est la même chose qui va se passer avec ce sommet. Sur les questions qui ont abouti, on peut assister à des signatures, des prises de décision sur un certain nombre d'institutions, dont le fonctionnement, les textes, parce qu'il y a tout cela à faire et de la façon la plus parfaite possible pour que demain, qu'on ne critique pas l'AES comme la CEDEAO a été critiquée. Et justement, en tant que nouvelle organisation, peut-on dire que l'AES ambitionne de devenir un nouvel acteur géopolitique structurant en Afrique de l'Ouest, voire sur le continent? Mais c'est très clair. C'est très clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'Afrique de l'Ouest sans parler de l'AES. Surtout qu'ils ont pris une stratégie qui consiste sur certaines questions. Au lieu de venir 3 pays, de venir en tant que AES. En fait, c'est une façon d'imposer, c'était ça la stratégie, l'AES en tant qu'organisation commune au niveau de la sous-région. À l'échelle internationale, les gens sont beaucoup plus réalistes que ce que l'on voit à l'échelle régionale. Les gens ne se posent plus la question si l'AES existe ou pas. Les gens regardent, c'est ce qu'on appelle le fait accompli. Il y a une chose qui est là, tu regardes, tu prends acte, et après tu te soucies de tes intérêts. Au lieu de se mettre à discuter, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. Et je crois que c'est la même chose qui doit être fait également au niveau de la région ouest africaine. Il y a une nécessité, et je crois que tout le monde le comprend aujourd'hui, d'une collaboration entre la CEDEAO avec l'AES sur plusieurs plans. Les discours sont là, la pression, la tension, il faut le reconnaître, a baissé, mais la susceptibilité est encore là, les soupçons sont encore là, la confiance n'est pas encore véritablement revenue. Il faut travailler sur l'ensemble de ces questions pour qu'on trouve une solution. Justement, à l'issue de cette rencontre de Bamako, quel message les chefs d'État des 3 pays membres, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, souhaitent-ils adresser aux populations sahéliennes, mais également à la communauté internationale? Pour les populations sahéliennes, je crois que le premier message, ça doit être de tranquilliser les populations sur la question sécuritaire, puisque c'est une urgence dans ces 3 pays. Et je me dis que ces populations en ont besoin. Dans chacun de ces pays, vous avez des populations déplacées, vous avez des difficultés qui sont là. Certainement, ils vont essayer de trouver des solutions. La question humanitaire, par exemple, fait partie des questions qui vont être discutées au niveau de ce sommet, puisque tous les 3 pays sont touchés par cette question-là. Maintenant, au-delà de cette question sécuritaire, l'organisation va certainement s'affirmer au niveau régional. Peut-être par des prises de position, peut-être non, puisqu'on n'a pas d'éléments concrets pour le moment sur ce qui va sortir de cette rencontre. Mais à coup sûr, rien que le fait que les présidents se rencontrent, c'est un événement. Le fait qu'à l'issue de la rencontre, qu'un communiqué soit sorti avec ou sans des prises de position, c'est également un autre événement qui montre que voilà une structure en Afrique de l'Ouest qui compte compter sur le jeu diplomatique, qui compte compter sur le jeu économique, qui compte compter sur le jeu politique. Et ça, ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation de quelqu'un pour le faire. Merci, Mamadou Diouf. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.